qui nous reçoit là-bas. Oui, bonjour, 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 chers participants, bonjour, chères participantes. J'espère que vous me recevez 5 sur 5. C'est bon, vous me recevez? Oui, nous vous recevons. Voilà, Vous bonjour. pouvez... Tout un plaisir pour moi de partager cette journée avec vous. Alors, l'honneur m'est fait aujourd'hui de vous parler des sols salins, en l'occurrence la classification et les réponses holistiques des plantes. En page 2, je tiens à préciser que les images que j'ai utilisées dans ce document sont sous copyright. Et si dans l'avenir, vous souhaitez les diffuser, je vous prie de contacter les auteurs. Alors, en page 3, juste une petite présentation de ma personne. Hein. J'ai fait mon cursus à Abomey-Calavi, à la FAST, après quoi j'ai été faire un master à Dakar sous le financement de la Banque islamique de développement. C'est au Sénégal, pour mon mémoire de master, que j'ai eu à travailler sur la problématique de la salinisation des sols. Donc, c'est là-bas que j'ai connu ce problème. Et à la fin de mon master, où j'ai fait une majeure de la promotion, j'ai rejoint le professeur Gandoun ici, que vous voyez sur la photo, et avec qui je suis en thèse actuellement en Belgique, à Louvain-la-Neuve, avec le professeur Stander Luth. Je travaille sur le riz africain et mon projet, c'est de distinguer les composantes osmotiques et ioniques de la salinité. On en parlera tout à l'heure. En dehors de ça, je m'y connais un peu aussi en analyse de données. J'ai la certification SAS, j'utilise Jump et R. Et ces compétences en programmation me permettent aussi de faire un peu de la consultance en marketing digital. Voilà, de manière ramassée, c'est un peu ma personne. Alors, aujourd'hui, voici le plan que je nous propose pour cette journée. D'abord, nous allons commencer par parler de la classification des sols salins. Donc, pour classifier les sols, il faut savoir les identifier. L'identification va passer par des mesures qui, évidemment, vont aboutir sur des critères de classification. En point 2, nous parlerons de la réponse holistique des plantes. Et pour comprendre ces réponses, nous aurons à définir ce que c'est qu'un stress, à éclaircir les notions de tolérance et de résistance. Ensuite, nous parlerons des contrastes au niveau de la flore mondiale, de la composante de la salinité et enfin des réponses agromorphologiques, physiologiques, protéomiques, métabolomiques et transcriptomiques qu'apportent les plantes. Et dernièrement, ce sera la conclusion suivie de vos questions et de mes réponses, s'il vous plaît. Alors, avant de lancer le décor, j'aimerais vous inviter, chers participants, chères participantes, à vous connecter sur ce lien, s'il vous plaît, soit via votre ordinateur ou votre téléphone, juste live.voz.vote.com et vous tapez ce code PIN. L'idée, c'est juste pour avoir un peu une idée du panel qui est devant moi, qui est assis, afin de savoir si je dois mettre de l'accent sur certains nombre de points. Voilà. Je sais que c'est un panel assez diversifié. Donc, si tout le monde est connecté, dites-moi pour que je puisse lancer ça à mon niveau. C'est bon, tout le monde est connecté? Non, ce n'était pas prévu. Non, mais ils le font sur l'ordinateur, sur leur téléphone portable. Hein, juste avec un téléphone portable, vous le faites facilement. Pas besoin de... Avec les smartphones. C'est faisable ou pas? Si ce n'est pas faisable, ce n'est pas important. C'est juste pour avoir une idée du panel, pour me permettre de savoir sur quel point je vais m'apesantir ou pas. OK. C'est faisable? Oui, ils sont en train de prendre le lien. D'accord. Donc, il faut bien afficher le lien, le code PIN. Et dès qu'ils vont s'afficher, ils vont voir les... C'est juste en une minute, c'est réglé, hein, c'est vite fait. Ou bien avec le QR code, on peut juste scanner le QR code aussi pour accéder directement au lien en question. Donc, voilà.
C'est bon. C'est bon, allez-y, allez-y, votez, votez. Ça va, ça avance? Personne n'a encore voté. Socrate, tu votes aussi, hein? C'est bon, c'est bon. C'est bon, bon au niveau. C'est bon, je peux stopper, tout le monde a voté? Tout le monde a voté. Quelle est votre profession? C'est une seule question. Hein? Oui, oui, vous avez juste un choix. Alors, la première question, c'est juste pour connaître les professions. Vous choisissez votre profession, ça peut, ou bien votre boulot, voilà, ce que vous faites, juste une idée de qui est là, qui est présent. J'essaie de savoir sur quel Oui. aspect, voilà. C'est bon, la première question est faite. On vote, non? Et puis Oui, c'est oui. fini. OK, c'est bon. Voilà, donc il y a beaucoup d'étudiants et 16% de doctorants et 83% d'étudiants. Donc, OK, d'accord. voilà, c'est bon à savoir. Alors, la deuxième question, c'est de savoir si le niveau en biologie végétale, parce que comme le thème va porter sur la réponse des plantes, il y aura beaucoup de notions de biologie végétale qui seront développées. Donc, c'est de savoir s'il y a quel est un peu le niveau du panel pour savoir quoi dire, quoi ne pas dire, quoi. S'il faut développer certains points ou pas. OK. Donc, j'entends pas biologie végétale, botanique, physiologie, tout ce qui est lié à la biologie végétale, c'est, voilà, en général, quoi. En gros, les notions basiques d'une plante, les thèmes de xylème, de photosynthèse, de stomate, voilà, vous y connaissez, quoi. C'est bon? Ah, je prends... Vous avez la question 2? Oui? Oui. Oui? Il y a d'autres présentations. D'accord, d'accord. J'oublie ça alors, j'avance. OK, j'oublie ça alors, j'avance. Il faut D'accord, d'accord, bien reçu. s'il vous plaît. D'accord, 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 j'avance. Donc, évolue peut-être après. Ça va, j'oublie ça, j'avance. Bon, pour la première partie, pour la classification, alors voici la définition d'un sol salin. La salinisation, c'est l'accumulation progressive de sols solubles dans le sol. Bien que tous les sols contiennent des ions, il y a des ions spécifiques qui entrent dans le cadre d'un sol salin. Nous avons le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium, les ions chlorure, nitrate, carbonate, bicarbonate et sulfate. Et c'est la combinaison de ces ions qui constitue les sels, sinon les sels présents dans le sol. Il faut souligner que le NaCl est le plus commun des sels et il représente plus de 90% du sel dans le monde. Alors, comment on identifie un sol salin? Nous avons les indicateurs visuels. Vous le voyez ici, ça c'est un sol de Djebadji au Bénin, vous voyez bien. La présence d'une croûte blanche ici qui indique la présence du sel. D'autres indicateurs visuels, nous avons la réduction de la germination des graines ou bien des brûlures sur les feuilles, les plantes qui ne grandissent plus ou bien la mort précoce de ces plantes ou l'apparition de plantes halophytes. Alors, je mets chaque PowerPoint, il y a des liens qui vous envoient vers les documents. Ça, c'est le lien que vous envoie au niveau de ma thèse où ces notions sont bien développées. Alors, il y a aussi d'autres indicateurs non visuels qui doivent prendre en compte les objectifs, les ressources disponibles, la précision que vous visez,
la profondeur du sol et la taille de la zone. Donc, si vous voulez cartographier Djegbadji ou bien tout le Bénin ou l'Afrique, vous n'aurez pas les mêmes ressources ou bien les mêmes profondeurs ou la même taille de zone. Donc, selon ces critères, il y a aussi deux indicateurs non visuels qui sont utilisés. Il y a les ressources de la FAO ici que je vous montre. Si vous cliquez sur le lien, ça vous envoie directement sur le site de la FAO qui vous donnera une idée de l'ensemble des terres salines dans le monde entier. Donc, vous avez le lien, vous cliquez directement et vous pouvez accéder directement à ce lien. Alors, ça, c'est juste une photo des différents champs salés. Vous voyez bien, au niveau du champ A, c'est un champ d'orge qui est irrigué. Le champ B, c'est un champ d'herbe irrigué. Et en C, c'est une intrusion marine. On voit bien comment l'eau de mer vient contaminer ce champ. Cette photo, on voit bien des scientifiques qui prélèvent des croûtes de terre pour analyser. Et en D, c'est comment la salinité affecte la vie végétale. Alors, pour aller encore plus vite, ça, c'est des outils utilisés, des outils visuels pour mesurer la salinité. Ici, on voit cette photo, un électromagnétique pour mesurer la conductivité électrique du sol. Ici, c'est une sonde de terrain, le PNT, pour mesurer toujours le niveau de la salinité. Et ça, c'est les électrodes qui sont fixées au niveau des systèmes racinaires et qui sont reliés à un moniteur pour quantifier le niveau du sel, aussi bien en profondeur ou en surface du sol. Et à la fin, vous pouvez récupérer les données. Vous pouvez faire cette mesure soit dans la semaine, soit dans le mois ou dans l'année. Et l'avantage, c'est que vous avez une idée en profondeur, vous voyez A, B, C, D, jusqu'à K, de niveau de salinité du sol. Et si toutefois il y a la pluie, vous savez si la pluie, mais aussi d'autres facteurs, influencent le niveau de salinité du sol au niveau de l'espace que vous étudiez. Alors, cette photo, ça c'est l'aspect d'un sol du point de vue visuel, du point de vue macroscopique. On voit bien comment se présente un sol salé. Alors, si vous prélevez ce sol et que vous l'observez au binoculaire, voici son aspect. Au microscope optique en C, au microscope électronique en D. Ça pourrait intéresser les personnes qui étudient les sciences du sol pour savoir quelle est l'interaction entre le sel et les structures, la texture du sol. Alors, au Bénin, il y a un travail qui a été fait déjà, par exemple, par l'équipe du professeur Fayami, un travail intéressant qui a utilisé de la tomographie de la résistivité électrique ou bien avec un couplage de sondage électrique vertical. Si vous vous rapprochez de ce laboratoire, vous pourrez savoir comment ça a été fait pour mesurer le niveau de salinité au niveau de l'eau. C'est une méthode très, très efficace qui vous permet d'avoir cette information. Alors ça, c'est un travail que j'ai effectué à ITA dans le cadre de ma thèse. J'ai utilisé des sondes pour mesurer le potentiel redox, le pH et l'humidité du sol. L'idée, c'est de voir comment le sel influence le processus de réduction de la respiration au niveau du sol. Donc, c'est aussi des techniques utilisées pour mesurer le niveau de salinité du sol. Alors, je parlais tout à l'heure de la taille des moyens. Il y a la méthode de la télédétection qui est utilisée aussi, par exemple, par Wayne en 2021, qui est aussi très efficace pour cartographier tout l'ensemble du globe. Ce qui a permis, par exemple, de quantifier le niveau de la salinité des terres de 86 en 2016. On voit bien que ça croît déjà de 900 jusqu'à 1000 milliards d'hectares de terres salines qui sont affectées. Alors, ces sondes-là, qu'est-ce qu'ils mesurent au juste? En effet, les sondes mesurent, selon les valeurs, nous avons la soluté totaux dissous ou bien les seuls soluts totaux. Mais ce qui est admis par la communauté scientifique, c'est la conductivité électrique. Puisque le sel conduit le courant, on se base sur la conductivité électrique qui s'exprime en Siemens par mètre pour quantifier le niveau de salinité du sol. Alors, ce qui est admis comme seuil, c'est que déjà, à partir d'un seuil supérieur ou égal à 4 décimètres Siemens par mètre, un sol est déclaré comme un sol salin. Et à partir de ces critères,
eh bien, des classifications ont été faites. Nous avons, selon l'intensité de la quantité électrique, nous avons les sols non salins, modérément salins, hautement salins et extrêmement salins. Mais puisque le NaCl, le sodium est l'élément le plus abondant dans le monde, le sodium a constitué un autre critère de classification pour s'ajouter à celui-ci. Donc, en dehors de l'intensité de non salin jusqu'à extrêmement salin, on est parvenu à définir à partir du pourcentage de sodium échangeable, c'est-à-dire le pourcentage de sodium par rapport aux ions dominants, le calcium, le magnésium, le potassium et le sodium, ou bien, et je veux dire, le rapport d'absorption de sodium, on est parvenu maintenant à classer les sols en fonction de sols salins, sol sodique et sol salin sodique. Donc, si vous prenez l'exemple d'un sol salin, c'est un sol qui a une concentration supérieure, au moins supérieure à 4 décimètres, un pH inférieur à 8,5, un pourcentage de sodium échangeable inférieur à 15 et le rapport d'absorption de sodium qui est inférieur à 13. Alors, cette présentation va se porter sur les sols salins précisément. On ne parlera pas des sols sodiques ni des sols salins sodiques, mais c'est quand même important de savoir que dans certains milieux, on retrouve des sols sodiques et des sols salins sodiques. Donc, j'ai vraiment développé cet aspect dans ma thèse. Donc, si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien et vous aurez accès à ce document. Alors, quelle est la cause de la salinisation des sols? Nous avons deux causes majeures. La cause naturelle qui est qualifiée de cause primaire, qui est due, par exemple, à l'action d'intrusion marine. On voit bien la pluie, le lessivage des roches ou les remontées capillaires qui sont deux sources de salinisation des sols. Nous avons la cause secondaire qui est due à l'action de l'être humain. On voit bien la mauvaise qualité de la fertilisation ou bien de l'irrigation si les eaux usées sont utilisées pour arroser les champs, ou bien la déforestation aussi, qui constitue quand même l'un des viviers à la salinisation du sol. Ben, en conséquence, qu'est-ce qu'on observe? On observe par exemple ici une zone de Dakar, le Diama, situé à 25 km en amont de Saint-Louis au Sénégal. On voit bien cette zone, ben, il n'y a plus aucune plante qui croît sur cette terre. Les terres sont dégradées. On a une étendue de zones désertiques. L'autre conséquence ici, c'est à Djegbadi. On voit bien les maïs ont pu germer, ont pu croître, mais ces plants de maïs ont tout avorté. Aucun plant n'a donné des épis. Donc, l'hypothèse, c'est que la plante soit a pu avoir assez d'énergie pour croître, mais n'a pas pu faire assez de photosynthèse qui va lui permettre d'avoir assez d'énergie d'entrer en transition florale. Ou bien l'autre hypothèse, c'est l'hypothèse d'embrun marin, c'est-à-dire quoi? Comme la mer est à côté, que la lagune de Djegbadi est une lagune salée, ben, les embruns marins viennent apporter de l'eau salée sur les feuilles et les plantes n'ont pas pu tenir pour entrer en transition florale pour produire des épis. Alors, l'hypothèse d'embrun marin a été aussi soulevée par Ezin et Hall 2012, qui a traversé la côte béninoise et qui a remarqué que les cultures de tomates cultivées sur la côte béninoise ont aussi ce problème-là. Donc, c'est un sujet aussi important à creuser dans l'avenir. Alors, en point 2, comment les plantes répondent au stress salin? Alors, comment allons-nous définir le stress? Bon, le stress, pour ce qui est connu des biologistes, c'est à partir de la théorie de l'élasticité que la définition a été établie. Donc, en simple, c'est quoi? En mécanique, on dit qu'un stress, c'est la quantité de force qui est appliquée sur une surface donnée. Et que le matériel qui reçoit cette force peut se plier jusqu'à un point de non-rupture. Pardon, un point de rupture ou un point de non-retour. Donc, à partir de cette définition, des biologistes tels que Lichtenthaler ou bien Leavitt ont émis des définitions. Par exemple, pour Lichtenthaler, lui dit, le stress, c'est l'état de la plante sous la condition d'une force appliquée. Donc, lui, il voit la plante, il se dit, la plante, elle n'est pas en forme, elle n'est pas jolie, donc la plante est stressée, point final. Par contre, pour Lévy lui dit, non, pour lui, le stress est considéré comme un facteur environnemental induisant
un effet potentiellement néfaste. Donc, vous voyez, donc, même au niveau des biologistes, il y a toujours un débat autour. Donc, dans ma tête, j'ai fait toute une discussion autour de la notion du stress pour qu'on se comprenne, pour qu'on se mette d'accord sur ce que c'est qu'un stress au niveau de la plante. Alors, la notion de résistance et de tolérance est assez discutable. Quand vous prenez un agronome, l'agronome lui va dire, par exemple, OK, je mets ma plante, est-ce que mon maïs produit des graines de maïs? Oui, donc mon maïs est résistant. Si vous prenez un physiologiste, lui va dire non, mon maïs, je l'ai mis en terre, ça a germé, OK, ça résiste. Le botaniste, l'écologiste, ainsi de suite. Donc, chacun ira pour son école. Donc, pour mettre tout le monde d'accord, une division simple, la résistance est l'ensemble des propriétés internes qui peuvent s'opposer à l'apparition d'une contrainte spécifique. Donc, la contrainte n'est pas encore là, mais la plante met en place des propriétés internes qui lui permettent de s'opposer à son apparition. Et la tolérance, quant à elle, se produit lorsque l'adaptation des systèmes peuvent permettre à la plante de surmonter la contrainte une fois qu'elle est établie. Donc, toute une discussion a été faite aussi autour de ces deux thèmes, autour du thème de résistance, de tolérance, d'adaptation et consort pour vraiment situer le monde scientifique. Donc, vous avez les liens pour accéder au document. Alors, dans le monde végétal, il y a deux contrastes qui s'observent. Nous avons les plantes halophytes et les plantes glycophytes. Et les plantes halophytes résistent jusqu'à la contraction au-delà de 200 millimolaires. Malheureusement, elles n'occupent que 1% de la flore mondiale. Par contre, les glycophytes, qui sont plus de 99% de la flore mondiale, sont sensibles au sel. Donc, la plupart de nos cultures font partie des glycophytes. Et cette présentation va mettre l'accent sur les glycophytes. On ne parlera pas des mécanismes des halophytes, mais je vais quand même en parler un peu. Mais l'essentiel est basé sur les glycophytes. Pourquoi chez les glycophytes? C'est toujours pour rejoindre le thème de la FAO qui a souligné le fait qu'il faut augmenter la productivité agricole. Alors, ça, c'est un classement qui a été effectué par mon testeur pour montrer comment les différentes espèces, en passant de l'Arabidaceae, le riz, jusqu'à la triplesse, pour voir comment les différentes espèces évoluent quand le stress salin est là. Donc, vous avez l'article qui est là. C'est un article référent dans le monde de la compréhension du mécanisme de tolérance au sel. Alors, en conséquence, toujours, nous avons vu que le stress salin affecte la santé environnementale, donc la pollution agricole. Ça a aussi un impact sur la structure du sol, on en a vu tout à l'heure, donc ce qui a pour conséquence la désertification. Si le sol est affecté, c'est que le rendement agricole aussi est affecté. Et en l'occurrence, cela va affecter la sécurité alimentaire et on pourra aussi observer une augmentation de la pauvreté. Et dans un certain nombre de régions, il y a des populations qui quittent leur village et migrent vers les villes juste parce que les terres ne sont plus viables. Alors, l'un des exemples les plus phares de la conséquence de la salinisation, c'est la Mésopotamie qui s'est effondrée du fait de la salinisation de cette terre. Donc, ce sujet est vraiment développé dans le lien qui est en bas. Donc, vous allez voir comment, il y a moins de 2400 ans, cette population assez riche, qui n'a pas su bien gérer son système d'irrigation, qui n'a pas su bien gérer cette terre, s'est vue s'effondrer juste parce que il n'y avait plus à manger et autres. Et ce qui est paradoxal, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les terres sont tellement salines qu'on n'arrive pas encore à cultiver sur ces terres. Donc, ce qui vraiment dénote de la problématique de la salinisation. Alors, la composante de la salinité. Vous voyez, quand il y a le sel dans un sol, il y a deux effets qui se passent. D'abord, il y a un effet il y a un stress osmotique qui se passe, donc ce qui va engendrer de la plasmolyse au niveau des cellules. Donc, la plante aura moins d'eau, la plante aura de la difficulté à absorber de l'eau. Donc, cela s'explique par une diminution du potentiel osmotique dans le sol. Donc, la plante n'a plus assez de potentiel pour absorber de l'eau. L'autre revers aussi, il y a la toxicité ionique des ions, Na+, et Cl-.
Donc, les deux stress agissent sur la plante, le stress osmotique et ionique. Donc, quand on parle du stress salin, il faut prendre en compte ces deux composantes. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si la plante va vers la plasmolyse, elle a besoin d'osmolyte pour retourner vers l'état initial. Et généralement, la plante prend ce qui est moins cher. C'est ce que j'ai expliqué ici. Alors, nous avons le stress osmotique. Donc, le sel est là, la plante n'a plus assez à l'eau. Elle a besoin d'osmolyte pour pouvoir avoir assez à l'eau. Donc, elle a le choix soit de prendre les ions présents dans le sol qui vont lui permettre de diminuer son potentiel osmotique ou bien de synthétiser d'autres osmolytes tels que la proline ou la glycylbétaïne qui vont lui permettre de diminuer son potentiel osmotique. Mais la synthèse d'osmolyte est un mécanisme coûteux. Ce serait cher en carbone pour la plante. Donc, toutes les plantes primo vont rapidement d'abord accumuler les ions présents. Mais le revers de la médaille, c'est que le sodium, qui est l'ion toxique, est présent dans le milieu. Le sodium sera beaucoup plus accumulé que les autres ions, ce qui va engendrer un stress ionique. Quoique les deux mécanismes se passent. Donc, le stress ionique, la plante a le choix. Pour éviter ce stress ionique, elle va soit exclure les ions toxiques ou bien les compartimenter dans les vacuoles. Et si l'excès des ions toxiques sont présents, ça engendre un stress oxydatif. Il faut souligner que certes, le stress ionique engendre un stress oxydatif, mais le stress osmotique aussi engendre un stress oxydatif. Donc, ce qui génère la production de radicaux libres. Donc, vous voyez que le stress salin, la salinité aussi, il y a une composante secondaire, on va dire secondaire, qui est le stress oxydatif. Alors, voici quelques appareils juste à titre informatif pour montrer comment la plante fait face au stress osmotique, ionique, oxydatif, quelques appareils de mesure. J'ai parlé de la conductivité électrique, donc voici un conductimètre. J'ai parlé du potentiel hydrique de la plante, du fait que la plante n'a plus assez d'eau et donc elle doit avoir assez à l'eau du milieu. Ça, c'est une chambre à pression qui permet de mesurer le potentiel hydrique de la plante. Vous pouvez le faire en champ ou en laboratoire. Ça vous permet de savoir si votre plante n'a plus assez d'eau ou pas. Ici, c'est un spectromètre juste pour mesurer les ions, car si vous voulez doser vos ions. Pareil aussi pour doser les ions. Un HLC pour le dosage des anions. Alors, ça, c'est important. Alors, la plante a besoin de faire la photosynthèse pour avoir du carbone, donc pour produire du sucre. Mais si ces stomates sont fermés, comment peut-elle faire la photosynthèse? Donc, cet appareil, le poromètre, nous permet de mesurer la conductance somatique pour voir est-ce que les stomates sont restés ouverts pour conduire le CO2 ou pas. Et c'est important, ça nous permet vraiment de faire une étude variétale. Si vous faites une sélection ou dans votre champ ou bien en serre ou au labo, de voir telle variété, quand il y a le stress, gaz, cette tomate ouverte et conduit, fait de la conscience somatique. Ça, c'est un appareil qui s'appelle l'IRGA pour mesurer la photosynthèse et la transpiration. Je parlais tout à l'heure des stomates. Vous voyez bien ici en bas que quand le stomate est ouvert, il y a le CO2 et l'eau, qui est l'eau pour la transpiration, le CO2 pour être impliqué au niveau de la carbonylation du cycle de Calvin. Mais si les stomates sont fermés, pas de CO2, pas d'eau. Donc, en mesurant avec cet appareil, comme vous voyez, on parvient à avoir une idée de savoir si la plante a ses stomates ouvertes, et si oui, est-ce que la plante transpire suffisamment? Si oui, est-ce que la plante a suffisamment de CO2? Ça nous permet d'avoir une idée du système photosynthétique qui est impacté ou pas. Ça, c'est utilisé aussi en champ pour avoir une idée de la teneur en chlorophylle. Alors, celui-ci est aussi très important. Vous voyez, la plante a besoin de la lumière pour faire de la photosynthèse. Alors, cette lumière est captée par des centres réactionnels, donc des centres photochimiques. Alors, cette lumière a trois voies. Soit elle est totalement absorbée par ces centres réactionnels, donc incorporée dans la machinerie de la photosynthèse, ou bien une partie est mise sous forme de fluorescence, ici en bas, ou une autre partie est mise sous forme de chaleur. Eh bien, avec cet appareil, on peut doser, on peut quantifier
le rendement photosynthétique, à savoir que, ben, quelle est la quantité de lumière que la plante utilise réellement pour produire la photosynthèse. Ça nous permet de savoir si le cycle réactionnel a été impacté par le stress salin ou pas. Donc, c'est des éléments importants pour vraiment discriminer au niveau des variétés, au niveau des espèces, pour savoir si une variété tolère la salinité ou pas. Alors, ça, c'est un osmomètre qui permet de mesurer le potentiel osmotique. Je parlais tout à l'heure de la composante osmotique du stress salin. Donc, avec cet appareil, vous pouvez mesurer le potentiel osmotique de votre solution ou bien d'une racine, d'une feuille et autres. Cet appareil, vous pouvez l'avoir au niveau du laboratoire du professeur Gandonou. Alors, cette photo nous montre ce qui se passe au niveau d'une plante de manière générale. Hein. Donc, la plante va absorber l'eau, l'eau va traverser les tiges et atteindre jusqu'à les feuilles. Donc, c'est un mécanisme que vous maîtrisez bien. Et ici, l'exemple, une photo de la FAO, vous avez le lien ici pour aller lire le document, qui montre que, ben, en présence du sel, eh bien, la plante n'a plus vraiment assez à l'eau, mais aussi il y a les ions qui impactent la plante et la plante meurt. Alors, mais quelle réaction à la plante quand le stress salin agit? Eh bien, la plante ne se laisse pas faire. Puisque la plante est sessile, donc elle ne peut pas fuir, elle ne peut pas se déplacer, elle a mis en place différents mécanismes pour faire face à cette situation. En l'occurrence, nous avons la membrane plasmique qui devient par exemple épaisse ou convolutée. Nous avons ce développement de cadre de Caspari au niveau des ligneux, le cadre de Caspari qui est au niveau de l'œdème, qui constitue une barrière aussi pour filtrer. Nous avons la subérisation de l'endodème, ou bien le développement de l'ésodème au niveau de certains graminées qui permet quand même à la plante de constituer des barrières morphologiques, puisque la racine étant le premier organe en phase du stress salin, il y a ces différents moyens qui permettent à la plante de résister. Cependant, il faut souligner que le sodium arrive quand même à se lier à des composantes de la paroi cellulaire, à dégrader de la paroi cellulaire et à impacter la pectine, donc à impacter la croissance cellulaire. Alors, pour faire face à cela, la plante, tout à l'heure, je parlais du fait d'absorber des ions pour réguler son potentiel osmotique, mais il y a une conséquence, à savoir la toxicité. Mais la plante aussi a la capacité de produire des osmolytes, on les appelle des osmoprotecteurs. Donc, nous avons la proline des sucres qui permettent à la plante d'ajuster son potentiel osmotique. On parle d'ajustement osmotique. Donc, il est important de souligner les caractéristiques d'un osmoprotecteur. Donc, tout enzyme n'est pas osmoprotecteur. Un osmoprotecteur doit être facile à produire, donc pas beaucoup d'énergie pour la plante parce que la plante est dans une condition stressante. De deux, la plante peut facilement la conserver, quelle que soit la condition à laquelle elle est produite, et protéger les structures cellulaires. Mais le plus important encore, une fois que le stress n'est plus présent dans le milieu, il faut que cet osmoprotecteur puisse être réutilisé par la plante pour pouvoir croître. Alors, quelques notions sur la proline, comment la proline protège la plante. Donc, c'est un acide aminé, comme vous le savez bien, comment elle intervient dans la stabilisation et la protection de la membrane cellulaire et autres. Les sucres, j'en ai cité quelques-uns, les glucoses, les fructoses et autres, et comment chacun de ces sucres sont impliqués dans l'ajustement osmotique et la protection de la plante. C'est assez bien détaillé ici. Alors, en ce qui concerne les ions sodium et chlorure, ces ions pénètrent au sein de la plante par deux voies. Nous avons la voie symplathique qui est ici en bleu et la voie apoplastique qui est ici en rouge. Donc, symplathique, comme vous le savez, c'est de cellule en cellule. Donc, en dehors de cette voie, il y a différents canaux, différents transporteurs qui permettent aux ions d'entrer dans la cellule. Si nous prenons le cas du sodium, vous voyez, le NSSC, c'est un transporteur non spécifique au sodium, qui permet de faire entrer le sodium. Et il y a d'autres transporteurs qui sont listés. Ces ions vont traverser l'ensemble de l'endodème, de l'épidème, de l'endodème, du péricycle et atteindre le xylème. Donc, il y a d'autres transporteurs aussi qui sont impliqués dans la charge au niveau du xylème et du xylème et atteindre les feuilles.
Alors, ce qui est aussi important à souligner, c'est au niveau de la vacuole, vous voyez bien qu'il y a des transporteurs qui sont au niveau de la vacuole qui permettent à la plante de faire de la compartimentation, c'est-à-dire de compartimenter les ions toxiques, ce qui évite leur présence au niveau du cytoplasme. Vous savez bien que le cytoplasme est le siège métabolique de la cellule, donc la présence d'ions toxiques va impacter beaucoup de protéines et autres. Donc, pour éviter ce problème, les ions toxiques sont compartimentés au niveau de la vacuole. Mais ces ions aussi toxiques sont exclus, donc on va en parler plus tard. Alors, ici, c'est un schéma synopsis pour vous montrer comment le stress salin agit au niveau de la plante et comment la plante répond dans l'ensemble. Donc, l'article est ici, un article bien détaillé. On a parlé de stress osmotique, de stress ionique, de stress oxydatif et de comment la plante, la germination va diminuer, la photosynthèse et la transpiration seront impactées, aussi bien que l'absorption, la croissance et le rendement de la plante sera affecté, on aura un déséquilibre hormonal et autres. Donc, au niveau morphologique et anatomique, vous avez une idée de ce qui pourrait se passer au niveau de la plante. Ça vous permet de savoir, OK, ma plante est sous stress ou pas. Par exemple, une diminution de la surface foliaire. Au niveau physiologique, vous avez ce qui se passe. Les phytohormones, vous voyez comment les hormones telles que l'acide abscisique interviennent. Donc, ce schéma explique bien comment chaque élément intervient au niveau de la plante. Donc, je vais un peu vite. Si vous voulez qu'on en discute au niveau des questions, on va en discuter de chacun de ces paramètres-là. Alors, tout à l'heure, on a parlé de stress oxydatif. Ces stress oxydatifs vont engendrer la production de radicaux libres et les éléments qui interviennent dans l'élimination des radicaux libres, on les appelle les antioxydants. Alors, il y a deux classes d'antioxydants et les antioxydants enzymatiques, tels que le glutathion réductase, le superoxydosynthase et autres, et les deux antioxydants non enzymatiques, tels que le glutathion et autres. Donc, l'ensemble de ces antioxydants vont permettre à la plante d'éliminer les radicaux libres. Donc, quand vous prenez votre plante et que vous parvenez à extraire un antioxydant, à quantifier la teneur en antioxydants, vous voulez savoir si la plante a mis en place un mécanisme de tolérance vis-à-vis de la salinité ou pas. Alors, ça, c'est un mécanisme général qui se passe au niveau des cellules. Si vous voyez au niveau du noyau, donc c'est l'activation des gènes au niveau du noyau qui sont impliqués, qui permettent la production d'antioxydants et d'osmolytes. Je vais parler de la proline pour les osmolytes. Pour le scavanger, ça veut dire éliminer les antioxydants. Vous voyez bien comment ces antioxydants interviennent au niveau du chloroplasme, de la mitochondrie. On a parlé de la compartimentation tout à l'heure. Vous voyez bien comment les déviants transporteurs sont impliqués dans la compartimentation. Et les mécanismes d'osmose protectant, comment la proline, la protécine, les spermidines interviennent dans la protection cellulaire. Donc, l'article est là, qui constitue une sorte de documentation pour vous. Alors, ici, c'est un exemple d'halophyte. Tout à l'heure, j'ai parlé des halophytes. Juste pour vous montrer un exemple, c'est mon travail de master que j'ai fait à Dakar. Ici, on voit bien que la plante survit au-delà de 300 millimolaires, donc, alors que déjà, à 40 millimolaires, la plupart des plantes sont sensibles. Cette plante survit du même au-delà de 300 millimolaires et a une bonne croissance. Et d'autres travaux ont montré que au-delà de 70 millimolaires, la plante met en place des mécanismes d'exclusion de sodium, de chlorure. Et autour de 400 millimolaires, il y a les effets létals de ceux qui apparaissent. Donc, c'est le filao, pour préciser, donc c'est le filao. Il y a deux essais de filao. Il y a le Casuarina glauca, sur lequel moi j'ai travaillé. Il y a le Casuarina epizetifolia. Je pense que c'est l'epizetifolia qui est le plus répandu au Bénin, si je ne me trompe. C'est à vérifier. Donc, voilà. À la suite de ces travaux, deux chercheurs de Sénégalais ont continué à travailler sur le filao. Vous voyez bien, par exemple, après d'autres travaux, on a pu quand même utiliser le filao pour réhabiliter, pour revégétaliser les sols salés au Sénégal. Donc, vous voyez bien comment cette présentation est faite. Donc, il y a l'article qui est là. En cliquant sur le lien, vous verrez comment le travail a été fait. Et ceci, c'est en inoculant la plante aussi
avec les mycorhizes et les bactéries physacides d'azote telles que le Frankia. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, il y a les mycorhizes, donc les glomus qui sont utilisés, et les Frankia qui sont des cyanobactéries physacides d'azote. Alors, ça, c'est une partie, juste un exemple de travaux que j'ai fait au niveau de ma thèse. On voit bien comment le sel agit sur le riz. Tout à l'heure, au début de la présentation, j'ai parlé de la brûlure des feuilles. Vous voyez bien, vous observez comment les feuilles sont brûlées quand il y a le sel, comment la plante est rabougrie quand le sel est présent. Et à partir de ces travaux, ben, un profil type de plante sensible a été établi, de plantes moyennement tolérantes. Le plant tolérant a été établi, ce qui nous a permis de faire des sélections de variétés tolérantes et sensibles. Voilà, l'article est publié, vous pouvez facilement avoir accès pour de plus amples informations. Alors, ce travail se base sur la composante ionique. Tout à l'heure, j'ai parlé de comment les ions sodium et chlorure pénètrent la plante, d'accord? Et il est important de se poser une question. Entre le sodium et l'ion chlorure, lequel est le plus toxique? Puisque les deux sont dans la solution. Quand vous mettez du NaCl dans une solution, les deux ions sont présents dans la solution. Donc, il y a une question qui se pose. Lequel de ces deux ions est le plus toxique? Eh bien, pour répondre à cette question, j'ai mené ce travail de recherche durant ma thèse et en faisant des solutions dominantes en sodium et des solutions dominantes en chlorure, et voilà, et en faisant d'autres analyses. Voilà. Comment la solution a été préparée, vous verrez dans la documentation qui vous est fournie. En faisant deux analyses et deux ions, on a pu quand même établir que le sodium et le chlorure affectent les mêmes paramètres. Il y a une corrélation positive entre les deux. Et que ce qui différencie une variété, c'est la capacité à cette variété à produire des éléments tels que les prolines ou des antioxydants qui vont lui permettre de faire face aux ions toxiques. Bien que le sodium et le chlorure affectent les mêmes paramètres, mais ce qui s'observe, par contre, c'est quoi? C'est que vous voyez par cette photo que les plantes qui sont en sodium sont plus affectées. Donc, le sodium, lui, est plus toxique que le chlorure. Vous voyez bien. Et il y a un effet additif de ces deux ions quand le NaCl est présent. Donc, ce qui nous a permis à la suite d'émettre une hypothèse, à savoir que c'est la régulation de ces deux ions qui permettent au riz africain de résister à la salinité. Alors, pour comprendre cette régulation, il y a un travail d'inhibition. Nous avons inhibé les transporteurs d'ions, donc les transporteurs de sodium et les transporteurs de chlorure. Et après d'autres travaux, on a remarqué que le transporteur de sodium, le SOS1 dont je parlerai tout à l'heure, est un transporteur très important de la résistance de la salinité. Par contre, le CCC, qui est le transporteur du chlorure, intervient dans la régulation aussi bien de chlorure, de potassium et de sodium. Alors, j'évolue sur ça. Alors, les mécanismes moléculaires qui mettent en place la plante pour résister à la salinité, quand il y a le sol salin, la plante il y a des signaux qui permettent à la plante de sentir qu'il y a le sel, donc tel que le cascade de calcium. Il y a des phases de transcription qui sont mises en branle, qui permettent à la plante de produire des enzymes protectants, de faire la détoxification et autres. Alors, tout à l'heure, je parlais du SOS1. Vous voyez ici, voici des senseurs qui vont détecter la présence de la salinité. Il y aura une cascade de calcium. Ensuite du cascade de calcium, nous avons ce calcium qui va activer le SOS3. Lui viendra activer le SOS2 et le SOS2 va activer le SOS1 qui va permettre d'exclure le sodium. Donc, je parle tout à l'heure de l'exclusion. Donc, le SOS1, entendez par SOS, Salt Overlay Sensitive. Donc, voilà, c'est le thème en anglais. Donc, on dit SOS. Voilà, donc le SOS1, c'est le transporteur, c'est un antipore qui se trouve au niveau du cytoplasme qui permet d'exclure le sodium. Alors, concomitamment, il y a aussi un autre antipore qui se trouve au niveau du tonoplasme, non, je parle de la vacuole. Il y a l'antipore, le
NH-INS, lui, intervient dans la compartimentation du sodium dans la vacuole. Donc, voici des éléments, par exemple. Et il est aussi important de souligner qu'au niveau des mécanismes moléculaires, il y a des mécanismes dépendants de l'acide abscisique et des mécanismes non dépendants de l'acide abscisique. Alors, c'est des travaux que j'ai écrits qui ne sont pas encore publiés, mais je vous ai laissé le lien ici. Vous pouvez voir comment les facteurs de transcription, les éléments 6 interviennent pour faire un peu de la génétique et les différents gènes qui sont impliqués dans les changements physiologiques pour permettre à la plante d'aboutir à la tolérance de la salinité. Alors, ici, c'est juste un petit rappel sur les hormones pour parler du statut hormonal. Donc, j'ai expliqué comment les hormones sont importantes pour la plante. Donc, c'est un test. Vous aurez tout le loisir de le lire. Donc, voilà. Ce qui est important à savoir ici, c'est de voir comment chaque hormone, du point de vue spécifique, agit sur les gènes et les pattern de transcription et qui va influencer les différents éléments de la tolérance à la salinité. Si vous prenez, par exemple, l'éthylène, vous voyez les phases de transcription qui sont impactées et comment l'éthylène intervient dans l'homéostasie ionique et la compartimentation. Donc, chacun de ces hormones sont assez bien détaillés et si vous avez envie d'étudier comment les hormones sont régulées en prenant de la salinité, voici un article, voici un exemple qui vous donne déjà assez d'informations de comment les hormones sont impliquées dans les mécanismes d'adaptation de la salinité. Alors, du point de vue protéomique, métabolomique et génomique, protéomique, on a parlé des antioxydants, catalase et autres, le LAE qui est là, donc vous avez le Rubisco de différents études protéomiques qui ont été faites pour lister les différentes protéines qui permettent à la plante de tolérer le stress salin. La génomique, j'ai parlé de différents gènes, j'ai parlé du SOS1, par exemple, qui est un gène important, j'ai parlé du NH-INS, qui est aussi un gène important, et d'autres gènes qui ont été aussi identifiés, qui interviennent dans la tolérance à la salinité. Du point de vue métabolomique, j'ai parlé des sucres, j'ai parlé aussi des antioxydants, des phytohormones, donc voilà, qui permettent à la plante de tolérer la salinité. Vous avez l'article qui est là, qui explique bien, qui détaille bien comment ces différents éléments, comment la protéomique, la métabolomique et la génomique sont utilisés pour permettre à la plante de résister au stress salin. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de notre petite présentation? Premier point, c'est que... Allô, monsieur? Oui, oui? Le comité d'organisation officielle qui vous reste 5 minutes. Oui, oui, j'ai fini. Je suis à la conclusion. Okay. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ben, la conclusion, c'est que quand on parle de salinisation des sols, il y a les ions sodium, potassium, calcium, magnésium, chlorure, nitrate, carbonate, bicarbonate et sulfate, et que c'est la combinaison de ces ions qui donne le sel. Le NaCl étant le sel le plus commun, le plus dominant. Alors, pour identifier un sol salin, nous avons les indicateurs visuels et non visuels et nous devons prendre en compte différents objectifs pour pouvoir les utiliser, différents critères pour pouvoir choisir quel indicateur il faut utiliser pour identifier le sol. Et le seuil de salinité est de 4 décimètres par mètre. Alors, il y a des critères aussi importants à prendre en compte, tels que le SP ou bien le CR, qui permet de classifier les sols en sol salin, sol sodique, sol salin sodique. Et on a parlé de ce que, il y a les causes primaires, les causes secondaires de la salinisation. C'est aussi une invitation au comportement citoyen pour savoir, ne pas utiliser une mauvaise qualité de fertilisation, ne pas utiliser d'eau usée pour irriguer les champs. C'est des sources potentielles de salinisation du sol. Alors ici, on a parlé de la composante ionique et osmotique de la salinité, du stress salin, et que pour faire face aux composantes osmotiques, la plante a besoin de son protecteur pour l'ajustement osmotique. La plante fait de la compartimentation ou bien de l'exclusion au niveau de la composante ionique pour pouvoir tolérer la toxicité ionique. Et il y a les antioxydants qui sont enzymatiques ou non enzymatiques pour permettre à la plante de limiter les radicaux libres. Alors, nous avons le rôle des hormones, on en a parlé, comment ça intervient dans la tolérance à la salinité.
Et on a parlé des gènes, des protéines, des métabolites qui sont impliqués dans la tolérance à la salinité. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Donc, je remercie les collègues du Bénin et les collègues de la Belgique qui m'ont aidé dans ce travail. Alors, si vous voulez me contacter, vous avez des liens ici, le LinkedIn, ResearchGate, Google Scholar, mon numéro, mon email pour facilement me rejoindre si vous avez des questions. Si vous voulez en savoir plus, et je vous demande un petit service après, pas maintenant, mais ce soir ou demain, juste remplir un petit formulaire. J'aimerais juste avoir une idée de la présentation. C'est un souci de qualité pour m'améliorer. On ne finit jamais d'apprendre. Voilà, donc ça va vous prendre 30 secondes de répondre à ce questionnaire. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je suis ouvert à vos différentes questions. Et merci, docteur, pour votre présentation. Nous allons maintenant demander aux participants s'ils ont des questions. À ma droite. À ma droite. La rangée du milieu. Est-ce que c'est au pays? C'est au pays. Au milieu, il y a encore quelqu'un. À ma gauche. Question. Nous allons laisser la parole à M. Sopédi pour sa question. Vous suivez la question? Oui, tu prends la question, tu me la répètes. Prends la question et répète-moi ça parce que je n'entends pas bien. Merci, monsieur, pour la présentation. Ma question est, quel impact la salinité peut avoir sur l'apport des engrais potassiques, phosphoriques et azotiques? Socrate, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Quel est l'impact que la salinité peut avoir sur les engrais phosphatiques, potassiques et azotiques? Alors, l'impact sur les engrais potassiques, phosphatés et azotés. Allô, vous m'entendez? Alors, il est bien établi déjà que quand le sel est dominant dans le milieu, il y a une compétition entre les ions. Par exemple, le chlorure va prendre par les canaux d'azote. Vous voyez le nitrate passe par les canaux du NRT. Vous m'entendez? Vous pouvez lever un peu la voix. Ah, ok. Ben je disais, vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Ok. Prenons le cas, par exemple, de l'azote. Pour le nitrate, par exemple, le chlorure, l'ion chlorure, entre en compétition avec le nitrate et le phosphate. Donc, si on prend ces deux cas, par exemple, le nitrate et le phosphate, pour répondre à la question, ben, puisque le chlorure est dominant dans le milieu, le chlorure va prendre par les transporteurs de nitrate et de phosphate. Au lieu de prélever le nitrate et le phosphate dans le sol, vont laisser passer le chlorure parce qu'ils n'arrivent pas à faire la différence, puisque les deux éléments étant chargés négativement, ben, ils vont laisser passer le chlorure. Donc, même s'il y a de l'engrais disponible, puisque les ions chlorure sont dominants via le NaCl, eh bien, ces transporteurs vont laisser passer le chlorure qui va atteindre des niveaux toxiques dans la plante. Pour revenir au niveau du potassium chargé positivement, eh bien, c'est le même phénomène aussi qui se passe avec le sodium. Il y a les transporteurs de potassium qui vont laisser passer le sodium, donc on les appelle les HKT, vous verrez ça dans la documentation. Donc, l'impact, c'est quoi? Il y a déjà une compétition de ces ions, des ions sodium et chlorure, vis-à-vis des ions potassium, d'une part, pour ce qui concerne l'ion sodium, et vis-à-vis des ions de nitrate et de phosphate, pour ce qui concerne l'ion chlorure. D'accord? Donc, l'impact premier, c'est que la plante n'a pas les moyens de discriminer entre le chlorure, entre les ions toxiques et les ions non toxiques. C'est ça.
Donc, puisque la plante n'a plus le potassium, les processus d'osmorégulation seront impactés. Hein? Puisque la plante n'a plus accès au phosphate, les processus d'ATP et consorts seront impactés aussi. Puisque la plante n'a plus accès à l'azote, les processus de production d'enzymes, de protéines aussi seront impactés. Donc, la croissance, le développement et le rendement de la plante sera impacté. Donc, on remarque bien, même si un milieu est riche en azote, en phosphate et en potassium, on peut bien remarquer une déficience nutritionnelle au niveau de la plante, juste parce que sur le sol sur lequel se trouve la plante, un sol salé. Alors, il y a un point important à souligner. Si vous apportez, par exemple, le phosphate avec la mycorhize, parce que les mycorhizes, comme vous le savez, parviennent à apporter du phosphate à la plante, les mycorhizes ont l'avantage de constituer des barrières morphologiques pour protéger la plante et vont aussi apporter de l'eau. Donc, les mycorhizes, par exemple, améliorent, même malgré la présence de la salinité, et ça dépend du seuil de salinité dans le sol, ces mycorhizes vont améliorer la nutrition phosphatée. Nous avons les rhizobiums pour les bactéries fixatives d'azote ou bien les fonkia qui vont améliorer la nutrition azotée. Donc, si vous prenez les rhizobiums avec les nodules, ça va constituer des barrières morphologiques aussi au niveau des racines et fixer l'azote. L'azote, alors, va améliorer la production de proline qui est riche en azote, donc va participer à la production d'antioxydants aussi qui va protéger la plante. Donc, si l'engrais est apporté du point de vue chimique, la plante n'aura pas trop le choix pour discriminer, elle ne pourra pas le discriminer. Mais si c'est apporté du point de vue micro-organisme à travers les mycorhizes, si c'est les ectomycorhizes, vous savez mieux que moi que les ectomycorhizes font des barrières morphologiques. Donc, il y a le manteau fongique qui va protéger les racines, par exemple. Voilà. J'ai répondu à votre question? OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Donc, Dr. Claudine, encore merci beaucoup. Il n'y a plus d'autres intervenants pour le moment. Quand vous avez laissé vos contacts, je pense qu'ils ont entendu et ils auront besoin de vous contacter. D'accord. Je vous remercie pour votre présentation. Nous allons le mentionner, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous. Merci et je vous invite, si vous êtes disponible, à ma soutenance de thèse qui aura lieu le 21 décembre à 14 h. Donc, si vous êtes intéressé, je vous enverrai le lien. Entendu, le 21 décembre à 14 h où? Oui, c'est ici en Belgique, mais il y a un lien. Vous pouvez le suivre via le lien. Je vous enverrai le lien si vous êtes intéressé. Vous pourrez en apprendre plus sur la salinité, sur ce qui se passe sur la salinité, sur les travaux qui ont été faits et autres. Voilà. OK, merci infiniment. Merci à vous. Oui, bonne soirée à vous. Merci. Merci. Donc, chers participants, nous vous remercions pour votre patience. Votre patience, nous allons marquer la pause pour le déjeuner. Et pour que cela aille vite, nous vous demandons de patienter pour que on puisse aller par petit groupe. Étant donné que nous n'avons pas beaucoup d'espace de chaque côté, nous allons sortir par petit groupe. Le 5-5 vient commencer déjà. Si on a déjà commencé. Donc, vous allez patienter et on vous demande encore de patienter un peu plus. Merci. Oui. Merci.